Cette image, il l'a postée sur Internet pour qu'elle fasse le tour du monde. Avec un groupe d'amis, Malik s'est improvisé journaliste. Tous sont férus d'informatique, diplômés d'université. C'est eux qui ont fait connaître la révolte. Ils ont filmé les premières manifestations, les premiers coups de feu, avant de les mettre en ligne. Leur objectif, briser le silence. Je n'en revenais pas. Mes amis n'étaient au courant de rien. C'était affolant. Affolant. J'en étais bouche bée. Alors j'ai commencé à faire des vidéos avec des commentaires et je les ai envoyés à tous mes amis tunisiens dans toutes les villes, à Sousse, à Gorba, à Tunis, pour les informer. Je devais faire passer le message. C'était un message important. Tout le monde devait savoir ce qui se passait à Kasserine. Problème, le gouvernement tunisien a bloqué l'accès des sites internet qui hébergent des vidéos. Pour contrer la censure, Malik va entrer dans le réseau Anonymous. Un groupe de cybermilitants né aux États-Unis qui luttent pour la liberté d'expression à travers le monde. Le réseau va fournir à Malik un système lui permettant de poster ses vidéos sur les sites censurés par la dictature. C'est un outil, c'est un logiciel pour débloquer les sites fermés par le gouvernement pour que tu puisses accéder au YouTube, Dailymotion, alors à travers ces sites internationaux et populaires, tu peux passer tes vidéos, tes messages, alors tout le monde puisse voir ce que tu veux. En quelques jours, Anonymous a armé plus de 4000 cybermanifestants tunisiens. Désormais, les images des exactions de la police à Kasserine circulent sur Internet. Elle provoque la colère dans tout le pays. La révolution est en marche. À l'autre bout de la ville, devant le commissariat, 150 policiers en civil attendent les ordres près de leurs autocars. Que répondent-ils aux accusations d'avoir tiré sur la foule? Bonjour messieurs. Nous les approchons avec une caméra cachée. Et vous savez ce qui se dit dans la ville? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se dit? Que la police a tiré sur les gens. Bon, monsieur. Alors, les balles viennent d'où, monsieur? Du ciel. Du ciel? Non. Du ciel, oui. Je crois ça. Nous n'obtiendrons rien de plus. Vous voulez pas parler? Alors que nous discutons avec les policiers, une jeune femme, apparemment sans crainte, s'approche pour écouter. C'est sa foi. D'accord. Et devant notre caméra, la jeune diplômée ne va pas mâcher ses mots. Bonne journée. Lorsque les jeunes parlaient autrement et dit on a besoin de travailler, ils tuaient tous les jeunes. Si on regarde les gens Avec une licence de droit en poche, elle voulait devenir avocate. Mais la dictature de Ben Ali a brisé ses rêves. Beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Et alors pourquoi toi tu as pris aujourd'hui le risque de parler? Je ne pars pas parce que j'ai 4 ans en chômage. Alors, je suis mort avec les victimes ici, mais je parle et je ne fermez ma bouche. Je parle et je dis la dictature Ben Ali, il suffit de dégager. Ça va, on y va alors, on y va. À l'approche du couvre-feu, elle nous invite chez elle. Sa foi ne le sait pas encore, mais dans 2 heures, Ben Ali va quitter le pouvoir et s'enfuir du pays. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2011. Devant la télévision, toute sa famille est inquiète. Il y a fermé les aéroports. Sur Al Jazeera, une télévision arabe, des images de Tunis tournent en boucle. La manifestation du jour a été violemment réprimée. C'est l'état d'urgence. Désormais, le pays est coupé du monde. L'inquiétude se lit sur les visages et chacun redoute le pire. C'est grave. Maintenant, la Tunisie, on est dans la guerre maintenant. Ça y est. Tout à coup, une information en bas de l'écran et l'espoir renaît. Le gouvernement tunisien va faire une annonce très importante.
Dalel, la cousine de Safwa, n'en croit pas ses yeux. Elle se précipite dehors pour annoncer la nouvelle. C'est sans doute une démission. Vous avez bien lu comme moi, il parle d'une décision de la plus haute importance. Entre excitation et confusion, comme une traînée de poudre, l'information se répand. Dans le quartier, tout le monde s'interroge. Et puis la nouvelle tombe. C'est officiel, Ben Ali s'est enfui. Après un mois de lutte, Safwa savoure la victoire. Oui, ça y est, on est content maintenant. Pour les Frachiches, c'est un triomphe. La rue a été plus forte que le système Ben Ali. Il y a le couvre-feu, Ouais. c'est pas grave. C'est pas grave maintenant, j'ai pas peur maintenant. C'est terminé. C'est terminé maintenant. Oui, c'est terminé maintenant. Ben Ali est quitte, on dégage la piste à cause de Kasserine, à cause de Frachiche, à cause de Frachiche, Kasserine, c'est Ben Ali, quitte-le. Ouais. Libres, ces jeunes Tunisiens s'attaquent au symbole d'un régime honni. Cette stèle commémorait l'arrivée au pouvoir du président Ben Ali en 1987. Désormais, les militaires vont devoir assurer le maintien de l'ordre. Cette nuit, les soldats fraternisent avec la population. Mais demain, leur mission va devenir beaucoup plus compliquée. Samedi 15 janvier, premier jour sans Ben Ali. Pour la première fois depuis le début de la révolte, Safwa et son cousin s'accordent un moment de répit. Content de dégagement de Ben Ali. C'est ce matin que les jeunes se sont donné rendez-vous devant la prison. Rappelez-vous, nous les avons filmés au moment où ils libéraient les 500 détenus qui s'y trouvaient. Pour les habitants de Kasserine, l'histoire n'est pas finie. Certains veulent régler des comptes. Les premières cibles de l'après Ben Ali, un homme d'affaires. Sur place, les membres de la famille sont encore sous le choc. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a une guerre ici. Il y a eu la guerre. La propriété a été la cible d'une attaque en règle. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parmi les voisins, un groupe de 200 personnes s'est formé. Ils ont cassé la porte et sont entrés ici. Ils sont venus voler. Ce sont des pilleurs. Ils voulaient tuer le patron et voler ses biens. Les assaillants ont tout saccagé. Le bureau a été incendié. Et même le coffre-fort n'a pas résisté. 1 million d'euros auraient été volés. Voilà ce qu'il reste de la maison où vivait le propriétaire avec sa femme et ses 2 enfants. Le patron, c'est lui, Ali Guerriri. Les habitants en ont fait un symbole du système Ben Ali. Pour eux, sa fortune personnelle, il la doit au président et sa femme, Leila Trabelsi. Les gens pensent qu'Ali travaille avec les Trabelsi. Voilà pourquoi ils sont venus ici. C'est une rumeur qui circule à Kasserine. Les jeunes avaient des soupçons, voilà pourquoi ils sont venus ici pour le tuer et tout voler. La famille de Leila Trabelsi contrôlait tout le secteur agroalimentaire de l'économie tunisienne. Alors, pour faire des affaires, il fallait forcément négocier avec le clan. Mais Ali Guerriri est-il pour autant leur complice? Pour le savoir, direction l'hôpital de Kasserine. Blessé lors de l'attaque, c'est ici qu'est soigné le businessman. Il ne doit son salut qu'à l'intervention de l'armée.
Ils m'ont tiré dessus en pleine face. Je me suis retourné et j'ai reçu du plomb dans la nuque. Et je suis tombé. J'ai dit au colonel, protégez mes biens, protégez mes 7 voitures parce que j'ai beaucoup de voitures. Il m'a répondu, écoute mon gars, je peux rien pour toi. Aujourd'hui, sous bonne garde, Ali Guerriri réfute tout lien avec la famille de Leïla Trabelsi. Vous allez continuer les affaires? Non, non. Vous arrêtez? Non, j'ai plus rien à faire ici, j'ai plus d'avenir. Je vais m'exiler sur une île. C'est fini. Dès que je sors d'ici, je prends ma femme et on part ailleurs. Pas sûr qu'Ali Guerriri puisse rejoindre son île. Pour se défendre, il a ouvert le feu sur les assaillants avec des armes non autorisées. L'armée l'a placé en état d'arrestation. Mais en ville, il n'est pas le seul en danger. Deux jours ont passé depuis la chute de Ben Ali. C'est l'heure des règlements de compte à Kasserine. Des tireurs isolés sont toujours là. Dans la foule, Safwa ne décolère pas. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de pain, mais nous irons chercher les tueurs. Ils doivent répondre des crimes qu'ils ont commis ici. Oui, nous nous vengerons de la police. Une chasse à l'homme commence dans les rues de la ville. Les militaires sauvent in extremis un policier que la foule était en train de lyncher. Harcelés, les soldats tirent en l'air. À tout moment, la situation peut déraper. Cet homme a été capturé par la population alors qu'il tentait de s'enfuir à bord d'une voiture remplie d'armes. Elles sont où tes affaires? Là-bas, je sais plus. La peur a changé de camp. Tes armes, elles sont où? Sauvez-moi, ils vont me lyncher. Et Safwa, la rebelle, vient le défier du regard. En signe de mépris, une chaussure vole. L'armée est applaudie. Elle a toujours refusé de participer à la répression. Mais la foule n'a pas dit son dernier mot. Objectif, un bâtiment, 400 mètres plus loin. Cessez le feu. Posez vos armes, c'est un ordre de l'armée. Sont tous les gardes de Ben Ali. Derrière ces murs sont réfugiés des hommes de main de Ben Ali. Ils sont une quarantaine. Une fois encore, l'armée s'interpose pour éviter le pire. De l'autre côté de la rue, des hommes montés sur les toits lancent des insultes et demandent justice. Et voici ceux que les militaires tentent de protéger. Ils font partie de la garde présidentielle, des hommes sous les ordres directs de Ben Ali. Nous profitons de la confusion pour nous glisser dans la cour du bâtiment. 2 secondes qui vont nous permettre de saisir une image. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Il est strictement interdit. Ok. Cet homme porte 2 armes. Dans son dos, une mitraillette. Devant, caché sous une couverture, un fusil de précision de tireur d'élite. Ce sont eux que la population accuse d'avoir tué plus de 60 personnes pendant la révolte. Quelques instants plus tard, Anwar et Safwa, comme tous les autres, laisseront l'armée évacuer dans leur char 45 membres des forces spéciales de la garde présidentielle. Nous sommes le 16 janvier 2011, 48 heures après le départ de Ben Ali. La foule
entonne l'hymne national tunisien.